Alors, voyage, effectivement, voyage, et c'est intéressant. Je voulais d'ailleurs mettre cette chanson, vous savez, d'Henri Salvador, je voudrais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Cette chanson extraordinaire, il parle de 3 pays à chaque vers de la chanson. Alors, Jean-Alexis Pougatch, vous venez de publier L'œil du voyageur. Alors, L'œil du voyageur, et je dois dire qu'en regardant les pays dont vous parlez, rien que les pays dont vous parlez, je ne vais pas les énumérer parce qu'il faudrait 1 heure. Hein. Mais enfin, vous avez 50 ans, c'est votre métier. C'est votre raison de vivre, mais surtout votre vie. Bangkok, Ibiza, Haïti, Saint-Domingue, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. Afghanistan, on va en parler puisque vous êtes occupé d'Afghanistan entre juste l'invasion soviétique, 79, Miami, Vietnam, Cambodge, Gabon, Salvador de Bahia, le Brésil, bien sûr, l'Inde, votre grande prédilection, la Grande Muraille de Chine, l'Égypte, la Birmanie, etc., etc. On pourrait encore en aller des tonnes au fond. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord, parce que c'est intéressant, vous êtes voyagiste, vous avez eu Forum Voyage, Air Alliance, enfin, beaucoup de compagnies, la Compagnie du Monde, et qu'est-ce qui a fait, au fond, vous êtes venu comment à ce goût du voyage? La curiosité. La curiosité. Ah oui, totalement. Et puis, je dois dire aussi, peut-être que ma mère et mon père m'ont aidé, ou m'ont donné l'envie de découvrir. Ah bon, comment ça? Alors c'était en Europe. Chaque fois nous allions, par exemple en Italie ou en Espagne ou dans d'autres pays, je visitais les églises, les temples, on va dire même les synagogues, et puis les musées un peu partout en Europe. Et ça a sûrement aiguisé ma curiosité. Et puis après, il s'est passé l'Afghanistan, par exemple. Moi, j'ai une formation, j'ai une licence en droit, j'ai une formation donc juridique, je devais être avocat. Et en fait, j'ai un ami qui a rencontré un grand personnage d'Afghanistan, et je suis tombé dans la bassine du voyage, et avec un de mes amis. Ah, c'est l'Afghanistan qui a vraiment ouvert la voie. J'avais organisé à la faculté de droit, parce que le doyen Vedel à cette époque m'avait donné l'autorisation. J'avais créé une chaîne de charter à 75 francs aller-retour entre Beauvais ça et fait Londres. rêver, ça. Voilà, oui, ça fait rêver, et aussi un aéroclub. D'accord. Voilà. Et vous étiez encore étudiant, là? J'étais encore étudiant, oui. D'accord. Oui. Et j'étais à Assas, voilà, la faculté de droit qui est à Paris. Et puis l'Afghanistan, ça a été la grande aventure de ma vie. Et de l'Afghanistan, nous sommes passés au Pakistan. Merveilleuse destination à cette époque. Et puis en Inde, et en même temps à l'ouest, les États-Unis, le Canada, et puis toute l'Amérique latine. Voilà. Mais vous avez fondé, quand est-ce que vous avez décidé de fonder une compagnie, quoi, alors, en fait, nous avons été invités à un mariage que je dirais royal à Kaboul. D'accord. Nous avons été, c'est-à-dire que mon ami et associé, Patrick Avran, et nous sommes restés pendant 1 semaine à ce fabuleux mariage. Et puis c'est un Français. La capitale de l'Afghanistan, hein, je rappelle. Oui, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Et ce Français qui s'appelait Gérard Lefebvre, qui est décédé malheureusement, et qui a dû se convertir à la religion musulmane pour épouser une parente du roi Zahir Shah, qui était à cette époque le roi d'Afghanistan. D'accord. Et à la suite de ce, ils nous ont invités, la famille royale nous a invités à visiter le pays. Pendant un mois. J'y suis allé aussi avant, c'est fabuleux. Ah, c'était pour moi un des plus beaux pays du monde, si c'était le plus intéressant par l'histoire. Alexandre le Grand qui a traversé l'Afghanistan, qui est allé jusqu'au bord de l'Indus. Le Bouskashi, célébré par Joseph du Kessel, roi, qui à cette époque se passait sur des kilomètres et des kilomètres. Et enfin tout. Donc ça vous a amené à dire je vais m'occuper de ça, je vais en faire ma vie. Non. En fait, notre ami Abdullah Lefebvre nous a proposé, Patrick et moi, de promouvoir l'Afghanistan, d'assurer la promotion de l'Afghanistan dans toute l'Europe francophone avec une situation de monopole. Et donc, nous avons réfléchi, parce que ça représentait aussi certains investissements, parce qu'il fallait être agréé et monter ça à Paris, tout ce qui était promotion, et aussi nous avons créé notre propre bureau à Kaboul, avec 2 Français qui y travaillaient, Yves Majorel et Dany Lefranc. Je m'en souviens très bien. Et là, la compagnie s'est appelée comment? Air Alliance.
À Air Alliance, c'est ça. Et Air Alliance n'a pas su résister aux Russes qui ont envahi l'Afghanistan en décembre 1979. Et donc Air Alliance a malheureusement disparu. Et ça a duré quelques années, Ça a duré 9 ans. 9 ans, ouais, 9 quand ans, même. voilà. Donc ça a commencé comme ça. Oui, Ouais. j'avais 24 ans. Ouais. Voilà, la première fois je suis allé à Kaboul. Et, Voilà. oui. Et 33 ans, à 33 ans, Air Alliance terminé. Mais vous n'avez pas arrêté là. On va en parler après cette petite pause. Et si vous avez envie de poser des questions sur le voyage, sur la manière de voyager, sur ce qui amène le voyage, posez les questions à Jean-Alexis Pougatch. 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous mes états, parce qu'on parle de pratiquement tous les états du monde, avec Jean-Alexis Pougatch, qui a fait de sa passion sa vie et sa profession, L'œil du voyageur, qui vient de paraître, et qui est un livre assez passionnant parce que il parle vraiment non seulement des pays, mais de comment on réagit. Alors, il parle aussi, de ses amis, de ses amours, de ses emmerdes, comme disait un certain Charles Aznavour. Mais ce qui est vraiment passionnant, Jean-Alexis, c'est que vous êtes allé partout et quand vous y alliez, c'est pas seulement en tant que, justement, pour le business. C'est d'abord, comme vous dites, pour la curiosité. Et je pense, par exemple, quand vous êtes allé à Haïti, vous êtes allé à des cérémonies vaudou. Haïti, normal. Oui. Et vous avez rencontré un certain écrivain. Alors, lorsque je suis allé... Alors, Haïti a été une révélation pour moi, suite à une panne de moteur à San Juan de Porto Rico, qui se trouve à 1 heure de vol de Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Et nous sommes allés là-bas. On savait pas quoi faire. Ça durait 3 jours pour changer un moteur à cette époque. Et nous sommes allés à Haïti, invités par un Italien qui était passager avec moi. Et j'ai découvert, alors vraiment... un pays extraordinaire avec je dirais presque une vraie civilisation. Le mot est un peu fort. Alors c'était sous la dictature de Papa Doc, le père, les tontons Macoutes, et de Baby Doc après le fils, et les tontons Macoutes. Horrible personnage, mais Haïti c'est la peinture, Haïti c'est l'écriture, Haïti c'est vraiment... Bon, une vraie civilisation. Une vraie civilisation. Je n'osais pas employer ce terme, mais une vraie civilisation. Alors, je suis allé là-bas, j'ai adoré cette peinture, j'ai rencontré très nombreux peintres, Préfet Dufaux, Philomé Aubin, qui a été le peintre fétiche des Kennedy, etc., etc. Et j'ai fait une fantastique rencontre un jour, donc Oblin Jolicoeur, qui était journaliste officiellement, mais qui après j'ai appris qu'il avait un autre rôle, mais qui m'a invité un jour donc chez lui, dans sa galerie, en fait, dans la galerie de sa femme, et il m'a dit viens déjeuner, etc. Bon bah je viens, et qu'est-ce que je vois en haut des marches? André Malraux. Et donc il était à l'époque ministre de la Culture déjà de Gaulle. Non, c'est après. C'est après. Ah oui, c'est en 1975. Ah oui, c'est bien après. Après la mort du général. Oui, absolument. D'accord. Et donc, les présentations sont faites. Moi, je regarde, je n'étais pas très vieux, je regarde avec de grands yeux. Nous déjeunons. Et il me dit, au moment du café, il me dit, est-ce que ça vous intéresse d'aller avec moi ? Chauffeur, évidemment. Et puis, d'aller avec moi découvrir un mouvement de peinture autodidacte, mais pas de peinture naïf. Les peintres étaient autodidactes, ils savaient quasiment pas parler français, ils savaient ni lire ni écrire certains, et qui étaient inspirés par le vaudou. Donc j'ai dit bien sûr, et je suis allé avec lui, et j'ai découvert ce mouvement. Et avec il y a beaucoup de grands peintres, mais le plus grand, celui que préférait Malraux, c'est Robert Saint-Brice, qui a été exposé dans tous les musées du monde, etc. Donc des rencontres, cette curiosité, les hommes, alors les locaux, Oblin Jolicoeur, qui était un personnage incroyable, mais André Malraux, d'autres, on en parlera peut-être. Et vous avez juste pour reparler d'Afghanistan, vous avez rencontré Kessel quand il préparait son roman Les Cavaliers. Absolument. Alors j'ai été invité à un dîner, mais là, on n'a pas pu beaucoup parler. Kessel était en voyage avec
un personnage important qui était un des animateurs et créateurs de 5 colonnes à la une, dont le nom m'échappe là. Mais et ça a été une rencontre très intéressante. Mais alors justement, Jean-Alexis Pougatch, racontez-moi en général, est-ce que quand vous allez dans tous ces voyages, encore une fois, vous avez parcouru les 4 continents, sinon les 5, je sais pas, vous êtes allé en Australie aussi? Non, jamais. Non. Alors restons sur les 4 continents, c'est déjà pas mal. Est-ce que ce qui vous a intéressé, ce que vous gardez, c'est aussi les contacts avec les gens, qu'ils soient locaux ou internationaux? Est-ce que c'est aussi important, je dis ça pour tout le monde, hein, tout ceux qui ont envie. C'est important le paysage, les pays et aussi les gens, les hommes, les femmes. Les autochtones, absolument. Ouais. Et par exemple en Afghanistan, nous avons eu des contacts aussi bien avec des gardiens de troupeaux qu'avec, il faut pas oublier qu'à Kaboul, les 2 seuls lycées qui existaient étaient des lycées français. Ah oui, les 2 seuls. Oui, ouais. Les 2 seuls lycées étaient des lycées français, un lycée de garçons et un lycée de filles, qui ont été réduits plus ou moins en cendres par les talibans et qui ont été reconstruits lorsque les Américains et les Européens sont allés à Kaboul. Malheureusement, ils sont partis, surtout les Américains, très piteusement. Mais oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et en général, vous avez fait, enfin, dans votre esprit, vous le racontez dans votre livre, vous avez fait énormément de rencontres, effectivement. Mais peut-être, encore une fois, on va pas faire une liste. Mais qu'est-ce qui vous a le plus, aujourd'hui, ce qui vous reste comme ça, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Ou si vous avez une liste d'or à faire, une première liste, ça serait quoi? Alors, franchement, l'Afghanistan. Ah ouais. Oui, parce que d'abord les paysages étaient extraordinaires et très différents. La population, alors c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais la population était très ouverte, très accueillante, sous réserve bien sûr qu'on respecte, qu'on respecte bien sûr leur façon de vivre. Bien sûr. Entre l'élite de Kaboul, on va dire l'aristocratie et les grands bourgeois et évidemment le peuple. C'était là aussi 2 mondes totalement différents. Bien sûr. Mais vraiment l'Afghanistan. Les gens m'ont fasciné. Alors les cavaliers, ce qu'appelait Kessel, les chopendos, les cavaliers qui étaient dans tout le pays extraordinaires, mais partout. Alors les monuments, les mosquées, la mosquée bleue de Hérat, toujours debout. Enfin, toujours debout aujourd'hui. Ah oui, toujours debout. À Djam, malheureusement, on peut pas y aller. Non, on peut pas y aller. À Djam, il y a un minaret qui fait 65 mètres de haut, et en haut, il y a il compte une partie de la vie de Myriam. En fait, c'est de Marie. De Marie, Faut pas oublier que Marie est dans le Coran. Dans le Coran, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Ouais. En fait, je dirais presque tous les personnages de l'Ancien Testament, les principaux, et du Nouveau Testament, on les retrouve. Tout à fait dans le Coran, alors, oui. Plus ou moins, je dirais interprétés, bien sûr, mais on les retrouve bien sûr dans le Coran. Donc on les retrouve dans les monuments. Ouais. Voilà. Et vous voulez dire, il y a de la figuration à ce moment-là. Il y a, sur le séminaire, il y a une figuration. Non, c'est pas une figure. Non, ce sont des signes. Ah oui, des signes qui racontent l'histoire. Moi, c'est ce que l'on m'a dit de Myriam. D'accord. Voilà. Et alors, à part l'Afghanistan... Alors après, tout de suite, oui, l'Inde. tout de suite, l'Inde. Moi, c'est le titre d'un de mes chapitres, je suis avide de l'Inde. J'y vais presque chaque année, donc... j'ai visité pour la 25e fois le Rajasthan, les palais de Maharaja, et puis il n'y a pas que les palais, mais enfin bon, tout. Et j'ai été pour la 25e fois complètement transporté, parce que c'est d'une beauté incroyable. En janvier dernier, j'étais dans le sud-est, alors c'est le Tamil Nadu et le Tamil Nadu et le toujours en Rajasthan, ça. Oui, toujours en Inde. Alors, vous voyez, il y a une telle différence entre un habitant du Rajasthan, donc un Rajput, et un habitant du Tamil Nadu, qu'entre un Suédois et un Sicilien. Et un Sicilien, c'est un continent. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils parlent. Bien sûr, il y a toutes les langues locales. Bien sûr. Il y en a beaucoup, plusieurs centaines, mais ils parlent tous l'hindi et un grand nombre, très grand nombre, l'anglais. L'anglais, Ce sont les 2 langues officielles du pays. On va
continuer à parler de l'Inde, parce que c'est vrai que c'est un pays absolument fabuleux. J'ai visité aussi, moins que vous, mais qui est passionnant. On va en parler après une petite pause. À tout de suite. Sud Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il y a un vice, une drogue dure, une addiction que partagent les journalistes, les hommes politiques, les milliardaires, les voyagistes, ceux qui font de ce métier une passion, et puis vous, et puis tout le monde. Hein. Qui n'a pas eu envie de connaître effectivement le monde entier? Alors ce n'est pas une nécessité, on est très très bien là où on est aussi. Hein. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Alors vous êtes côté d'Ulysse, Jean-Alexis Pougatch, quand on voit tous les pays que vous avez visités, par nécessité, mais surtout par plaisir. Alors, on parlait de l'Inde, effectivement, et c'est vrai que c'est un pays, c'est un continent, d'ailleurs, c'est un pays fabuleux. Je voudrais aussi, parce que vous avez parlé de la Birmanie, de Cuba, alors les Havane, les cigares Havane que vous dégustiez à Cuba et au lac Titicaca. Pourquoi je dis ça? Parce que on se dit, ah là là, il est milliardaire. Non, il n'est pas milliardaire, Jean-Alexis Pougatch. Non, pas du tout. Ça m'a pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais il a vécu de cette espèce d'extraordinaire amour du paysage. Donc, votre livre, dites-moi, tout ce que vous racontez, c'est exact ou c'est pas exact? Écoutez, vous enjolivez un peu. Très franchement, c'est exact. À 98%, je me suis peut-être laissé aller, mais je vais vous citer une phrase de Jean Cocteau, que je trouvais extraordinaire, c'est que il disait « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Oui, voilà. C'est très beau, c'est à la Cocteau, il a cet art. Il disait aussi, je suis le Paganini du violon d'Ingres. Donc c'est un peu ça aussi, effectivement. Alors, on parlait de l'Inde, on pourra en parler pendant des heures, d'autres pays, mais je voudrais qu'on fasse un inventaire, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, et vous leur diriez, par exemple, parce qu'on me pose très souvent, moi aussi, cette question, on vous la pose aussi, s'il y avait un pays où il faudrait aller vraiment une fois dans sa vie, vous diriez quoi? Alors, si je n'étais pas français, je dirais la France. Oui. Je suis français, je dis toujours la France, car c'est vraiment le plus merveilleux pays à visiter. Ne pensons pas à tout ce qui se passe en ce moment. Non, ça n'a rien à voir avec la beauté de notre pays. Et si je suis ce que je suis, c'est-à-dire l'œil du voyageur, je dirais aujourd'hui, puisqu'il y a plein de pays où on ne peut plus aller, l'Inde. Partez en Inde. Ah oui. Voilà. Ça, c'est une partie du monde. Voilà. Ouais. Alors, l'Asie qui vous a toujours attiré, d'ailleurs, et c'est vrai. Alors, les temples d'Angkor, qui étaient une ville avant, on ne peut pas imaginer qu'à Angkor, il y avait 700 000 habitants. Mais les temples aujourd'hui sont absolument extraordinaires. C'est vrai. Il faut visiter ça. C'est un vrai choc dans sa vie. En Amérique latine. Oui, vraiment les chocs de la vie. Oui, choc. Ouais. En Amérique latine, le Pérou. Le Pérou, c'est vraiment le plus incroyable pays d'Amérique latine. Je dis pas le plus facile, mais le plus incroyable. Pourquoi le plus incroyable? Pourquoi? Parce que il y a trois époques, il y en a même quatre. C'est vous avez la période des Incas et même pré-incaïque. Et même pré-inca. Parce que les Incas, c'est très tard. On est au 15e et 16e siècle, c'est tard. Vous avez la période coloniale qui a laissé, comme la période d'abord incaïque, les Incas, toutes ces périodes ont laissé des temples, des monuments extraordinaires. Le Machu Picchu, pour ne parler que du Machu Picchu, évidemment. Vous avez la période coloniale, les Espagnols, qui ont occupé ce pays pendant très longtemps et qui ont beaucoup détruit, mais qui ont construit aussi des bâtiments merveilleux. Alors des villes comme Cusco, Arequipa, vous parliez du Machu Picchu, ça c'est les Indiens, mais vraiment extraordinaire. Et puis vous avez maintenant la période moderne, qui est aussi très intéressante, avec de très très bons architectes. Enfin, les Français ont beaucoup investi au Pérou. Les plus gros groupes français ont des hôtels, les trains, etc. C'est incroyable. Ah oui. Ah oui, absolument. Et de vous dire, en Amérique du Sud, vous mettriez d'abord le Pérou? Oui,
Et tout de suite après, Ouais. le Mexique. Le Mexique. Toujours, alors là, ce ne sont plus les Incas, ce sont ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait les Aztèques, Les Aztèques. et qu'on appelle maintenant les Mexicas. Ouais. Voilà. Civilisation aussi très riche, un peu de la même période. On a du mal à croire que... bon, qu'est-ce qui se passait en Europe aussi au XVe siècle, XVIe siècle, on a passé la Renaissance, etc. C'est ces civilisations qui ont quasiment disparu, Ouais. qui reviennent tout doucement, parce qu'il y a encore beaucoup d'Indiens, il y a encore beaucoup, et bien sûr, de mixité, on va dire. Voilà. Et le côté... enfin, la prise en considération du passé indien, donc, de ces Amérindiens, de ces pays, est de plus en plus pris vraiment comme Vous une voulez dire, fierté. ils n'abondent pas leur passé, ils ne Ah, font mais pas du du tout, passé, ils le ils ne font pas retrouvent. table rase. Ils ouais. le retrouvent complètement. Alors, le problème, en Inde, c'est la même religion qui est là, présente. L'hindouisme. L'hindouisme, oui, Voilà. bien sûr. Ok. Les musulmans sont arrivés beaucoup plus tard, comme partout. On est au 9e, 10e siècle, 11e siècle. Donc c'est très tardif. Enfin, assez tardif, Ah, c'est disons. vrai, à l'époque, Mais oui. l'hindouisme est toujours là. Donc, alors qu'il y a une vraie rupture entre les Amérindiens et cette colonisation espagnole et ces pays aujourd'hui, ce sont plus... peu de gens vont sur les temples pour prier. Les temples, je parle des temples incas ou aztèques Oui, ou bien mexicains. sûr, ouais. Voilà, il y a une rupture. Il y a ce que j'appelle les monuments morts, entre guillemets, c'est-à-dire Ouais. des lieux où on ne va plus prier ou méditer, et les monuments encore vivants, comme on trouve en Inde et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Alors quelque chose m'a frappé justement. Je vais avoir si c'est si c'est souvent ou pas. Récemment, on a parlé. Je crois que c'était sur les réseaux sociaux, mais même dans la presse. Il y avait une touriste américaine ou je ne sais pas, enfin une touriste occidentale qui était là, qui dansait sur un temple. Et elle a été écaillue très mal par la population en bas parce qu'elle se comportait sur un. Vous savez, ces temples. Bien sûr, mais bien sûr. Et elle Alors ça se passait où? Ça se passait Je crois où? que c'est au Mexique. Au Mexique. Mais oui, parce que ce sont des lieux sacrés. Ouais. Et donc, on va pas danser à Notre-Dame de Paris. On va pas danser dans une église, dans un village. Bien sûr. Bon, sauf si cette église, malheureusement, est fermée et qu'elle est rachetée Ouais. par une boîte de nuit, comme ce fut le cas à New York, par exemple, bien sûr. Mais cette touriste a profané un Ouais, lieu c'est sacré. ça. Oui, parce qu'elle avait Voilà. été très mal accueillie. Et alors, c'est normal, justement, ça. le Moi, je comport- respecte ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une culture à faire pour les touristes quand ils vont quelque part? Parce qu'on ne va pas incriminer, on va pas, etc. Le tourisme est devenu une des principales industries mondiales. Oui. Donc, ouais, et puis c'est La bien. première en France. La première en France. Oui, hein, oui. ouais. Et est-ce que vous seriez pour, par exemple, enseigner, je dirais, les cultures à l'école, ou je ne sais pas, de façon à ce que les gens qui vont quelque part soient un peu plus imprégnés de la culture de tel ou tel pays. Est-ce qu'on peut, non pas éduquer, il ne s'agit pas mais... Écoutez, c'est tellement vaste que c'est impossible. Déjà, je pense que aujourd'hui, on enseigne très mal l'histoire de France, Oui, ça c'est vrai. très mal. Et je pense pas que cela soit possible dans le milieu scolaire. Par contre, lorsque vous partez, quel que soit le pays, vous allez à Ibiza, par exemple. Alors, Ibiza, bling bling, etc. Mais le vieil Ibiza, fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est magnifique. Donc partout, même dans des lieux qui ont l'air bling bling, je veux dire, vous retrouvez l'histoire. Donc, il faut lire un peu. Il faut se documenter, il faut acheter un guide ou aller sur Wikipédia ou autre. Oui, ouais, voilà, je veux dire, il faut pas, sauf si on veut juste, vous prenez l'exemple d'Ibiza, si on a envie juste... Oui, sur la plage, mer, soleil et... Mais on peut faire les deux. Oui, On absolument. peut l'un absolument n'empêche pas faire les l'autre. deux parce que l'accès est simple à partir du moment où on y Et est. vous dites que dans tous les endroits, il y a justement ce côté du passé qui est encore là. Et qui ressurgit, mais vraiment, comme Ibiza. La ville d'Ibiza, qui est riche par les touristes qui sont là, etc., sûr. a investi énormément d'argent dans je dis, c'est pas la reconstruction, hein, mais dans la rénovation. Restauration, Voilà, absolument superbe et très, 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 très bien fait, parce que c'est l'UNESCO qui supervise. C'est pas l'UNESCO qui finance, bien sûr, mais qui supervise. Vous partez à Haïti. Haïti, c'est extraordinaire. Il y a deux très grands monuments. La citadelle, qui a été construite par
le roi Christophe, qui a été le premier roi d'Haïti après que les Français aient dû quitter le pays. C'est intéressant d'ailleurs parce que le général qui est mort du typhus des troupes françaises était le gendre de Napoléon Ier. Il avait épousé Pauline Bonaparte. Mais on retrouve toujours la culture qui est là, etc. Et vous avez donc la citadelle qui est immense. C'est plus grand, c'est pas Vauban, mais c'est plus grand que les monuments de Vauban. D'accord. Voilà. Et vous avez le palais Sans Souci. Qui était le palais de Madame Pauline Bonaparte, construite par Madame Pauline Bonaparte, pour Madame Pauline Bonaparte. Alors partout, on peut retrouver. Vous allez en Afghanistan, qui est un pays avec tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. L'Afghanistan vous obsède. Hein. Ah oui, complètement. complètement. Et je pourrais jamais y retourner. Si. Bon, on peut espérer que un jour. C'est vrai que c'est mal barré. Et alors, juste les États-Unis. Alors, les États-Unis. Alors, j'y suis allé, j'y suis retourné. Je ne dirais pas comme mon ami Jacques Séguéla, je prononce le nom parce que il est dans le livre, dans mon autobiographie. Je dis pas que si on n'a pas une Rolex, on est nul à 50 ans, mais je dirais que si on n'a pas visité New York, il faut vraiment faire le maximum pour essayer d'y aller. Voilà. Ouais, New York, c'est vraiment... C'est un incontournable. C'est incontournable aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, et alors pourquoi? Attendez, expliquez. Pourquoi? Oui, vous me dites New York, pourquoi il y a des tas d'autres endroits dans le monde? Parce que c'est incroyable. L'histoire est incroyable. Cette île, enfin presque île, pardon, a été achetée par les Hollandais. Aux Indiens. New Amsterdam, ça s'appelait. New Amsterdam, ça s'est appelé New Amsterdam, a été acheté par les Hollandais aux Indiens Lenape. Pour 3 colifichets, je ne sais plus combien de florins, etc. Et puis il y a le développement, puis après c'est les Anglais qui sont installés, et puis jusqu'à la guerre d'indépendance, menée par le général Washington, elle fut la capitale des États-Unis, puis après c'est allé à Washington, bien sûr, et New York a été peuplée par le monde entier. En fait, c'est la ville-monde, New York, on peut dire, la ville-monde. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que on peut aller à New York, et on doit aller à New York. Et quand on va à New York, il faut aller sur l'île, une petite île qui s'appelle Ellis Island, où furent accueillis les millions d'émigrés venant de l'Ouest, bien sûr. Voilà, les millions. Et moi, j'ai un grand-père paternel qui est allé jusqu'à New York sur le Lusitania, fameux bateau qui a été bateau mythique, qui a été coulé par les Allemands. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ou il n'a pas été accepté, ou ça lui a pas plu, etc. Il est retourné en France. D'accord. Heureusement d'ailleurs, parce que je préfère être français qu'américain malgré tout, bien que j'ai des amis américains merveilleux. Voilà. D'accord, on va continuer à parler de ça, du monde, de l'œil du voyageur avec Jean-Alexis Pougatch. C'est vrai que ce qui est passionnant, c'est encore une fois la découverte. Et je vous souhaite vraiment à tous, à toutes, le bonheur d'aller et de découvrir, parce que c'est un des plus beaux bonheurs qui soit. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avant de retrouver André Berkoff et de repartir voyager, nous allons avoir les résultats du grand sapin de Noël Sud Radio. Et c'est maintenant, pour ouvrir un cadeau en direct, nous avons avec nous Tony. Bonjour Tony. Bonjour, vous allez bien? Eh bien ça va, et vous? Ah ben oui, bien sûr. D'où est-ce que vous nous appelez Tony? De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, félicitations, vous avez été sélectionné parce que vous êtes notre 21e appel, bravo. Et derrière ce chiffre magique, vous gagnez un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Un beau cadeau, Tony, pour vous. Eh ben c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Merci à vous, Tony. Vous êtes grutier, c'est ça? Oui, exactement. Bon, ben, comme ça, vous pourrez prendre de la hauteur et mettre votre Bluetooth. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes en haut de votre grue, là, Tony? Non, le sentier est presque fini, donc je viens d'en bas maintenant. D'accord. Voilà. Merci, et puis profitez-en bien, Tony. Hein. Oui, merci écoutez-nous. beaucoup. Merci. Et puis je rappelle à tous nos auditeurs que le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre.
Eh bien, nous sommes toujours, effectivement, nous aussi dans les hauteurs des voyages, avec Jean-Alexis Pougatch. Encore une fois, il vient de sortir son livre « L'œil du voyageur ». Et puis voilà, il nous fait voyager. C'est très, très, très important de nous faire voyager, parce que très sincèrement, ça fait partie, vous savez, les migrations, tout ça, les nomades. Mais les nomades, on oppose les nomades vous savez, aux gens, les gens des arbres et les gens des bateaux, les anywhere et les somewhere. Eh bien, en fait, nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Nous sommes, de ce point de vue, heureux d'être où on est, identité, avec racines, mais aussi les racines, on peut voyager. Vous savez, les chambres, c'est très important, les arbres. Et Jean-Alexis Pougatch, alors on parlait de l'Inde, on parlait de là où on peut aller un peu partout, on parlait de New York, évidemment, cette ville-monde incroyable. Et moi, je me rappelle d'ailleurs de voyages, notamment sur vos conseils. Je suis allé à Bangkok. Et Bangkok, ce n'est pas seulement les salons de massage. Il faut dire ce que c'est que la Thaïlande. Parce que beaucoup de gens disent, ah oui, c'est Phuket, c'est etc., le sexe. Il n'y a pas que ça. Loin de là, en Thaïlande et à Bangkok. Alors, je déconseille de partir en Thaïlande pour le sexe. Parce que ça peut être très agréable, mais ce n'est plus ce que c'était. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses, il y a toujours eu beaucoup d'autres choses à voir en Thaïlande. Bangkok est une ville très intéressante. Il y a de très beaux monuments, alors palais royal, de grands temples magnifiques, des pagodes superbes. Il y a aussi des canaux dans le vieux magnifique. Bangkok, le coin de Thonburi. Et puis il y a le pays. Alors le pays, c'est le nord, avec des villes comme Chiang Mai et Chiang Rai. Moi, j'ai une passion pour Chiang Rai et surtout pour les alentours. Aujourd'hui aussi, il y a deux phénomènes qu'on retrouve simplement à Barcelone. C'est assez drôle. Ouais. C'est la construction de temples par des architectes. Il y en a un qui est décédé, mais par des architectes contemporains, de temples qui n'ont pas de date de finition. C'est-à-dire que ça se construit tout le temps. Et vous voulez des temples qui se construisent en permanence? Voilà, en permanence. D'accord. Et c'est vous trouvez ça à Barcelone, c'est pas très loin de chez nous, avec la Sagrada Familia. Ah oui, bien sûr. Et oui. Du grand Gaudi. Sagrada Familia qui continuait à toujours. Bon, à un moment, bien sûr, il faut que ça s'arrête parce que Barcelone, on peut pas construire. Il faut du terrain. C'est plus facile d'avoir du terrain. Mais là-bas, en Thaïlande, ils continuent à construire. Il y a deux grands temples et c'est assez extraordinaire. Avec le côté absolument incroyable parce que vous avez. Alors là, pour reprendre ce que vous me disiez tout à l'heure, André, c'est que vous avez. Alors, dans le temple qui est sacré, vous avez malgré tout des publicités pour des bières thaï, la Singapore. Vous avez des publicités pour des endroits locaux. Dans le temple, en même temps, vous avez des Bouddhas, en même temps, vous avez des divinités. Et bon, faut prendre le tout. C'est intéressant. Voilà, c'est comme ça. C'est fantastique, mais il faut faire très attention. Coca-Cola et Singapore dans les temples. Absolument. Mais il faut pas oublier, parce qu'on parle du sexe pour la Thaïlande, mais par exemple, il faut savoir que c'est un pays très pudique. Oui, comment imaginer que ce soit un pays mais très très pudique, alors qu'on parle. Mais business is business. Mais ça a été transformé pour les touristes, etc. Bien sûr. Voilà, et dites-moi, vous parce qu'on pourra en parler, mais vraiment, je vous renvoie au livre. Lisez-le parce qu'il y a énormément de justement par rapport à vous mêlez un peu la vie, vous vivez encore une fois vos amours, vos emmerdes, vos amitiés, etc. Mais toujours à travers des endroits de rendez-vous. Et franchement, on apprend beaucoup de choses en lisant ce bouquin parce que on se pénètre de telle ou telle atmosphère, de tel ou tel endroit, de tel ou tel effectivement paysage. Et ce qui est formidable, et je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. On dit, Jean-Alexis, oui, c'est la mondialisation, c'est fini, tout le monde est maintenant est sur le même moule. Voilà, on a effectivement les mêmes enseignes un peu partout, les mêmes, les McDo, les Coca, les machins et compagnie. Ça, on le sait, on l'a dit, on l'a répété. Mais dans chaque pays, il reste quand même une part de découverte, ou pas?
Absolument. Il reste une part de découverte. Mais prenons, je ne le voulais pas citer, il y a une ville que j'adore, c'est Venise. Alors on me dit, oui, Venise, il y a toutes les grandes marques, etc. Non, il y a une grande rue où il y a toutes les marques, mais tournez à gauche ou à droite, et vous êtes middle of nowhere, il n'y a personne. Et vous découvrez Venise, les canaux, à votre rythme, etc., etc. Donc, à chaque fois, dans tous les pays, y compris en France, il faut savoir tourner à gauche ou tourner à droite. En fait, faire le pas de côté. Mais absolument, c'est ça. Voilà, c'est mieux dit que je ne le dis. Non, c'est effectivement le pas de côté, et c'est vrai, vous avez raison de nous ramener en France, parce que moi, je passe très souvent à aller visiter un peu partout, et il y a des petits villages, mais ravissants. Magnifique. Mais même des grands. Enfin, la semaine dernière, je dis ça, j'étais à Troyes, en Champagne, dans l'Aube. Oui, c'est beau. Mais il y a un village médiéval extraordinaire, et c'est conservé, c'est magnifique. Et, je comprends pas, les gens... Allez, ayez la curiosité d'aller voir, c'est pas loin. Hein. Oui, parfois, les étrangers sont beaucoup plus curieux que les Français. Je parle de la France. Oui, bien sûr. Ils connaissent tout, comme quand ils aiment le vin, ils connaissent tous les petits vins, les petits vignobles, pas les grandes marques qu'ils retrouvent, non, les petits vins, les petits vignobles, les petits champagnes, les petits... Fantastique. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est tout, mais il faut absolument. Et puis, vous m'avez posé la question, la découverte, la rencontre avec les gens, comment ça m'est venu. Alors, j'ai, comme tout le monde, j'ai appris et lu Montaigne à l'école et au collège. Et Montaigne a une phrase merveilleuse. Montaigne dit « Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle à celle des autres ». Ben écoutez, c'est une très belle phrase, et je dois dire qu'ici à Sud Radio, dans mon émission, je passe tous les jours à frotter ma cervelle à celle des autres, et qu'est-ce que ça fait du bien, et qu'est-ce que ça enrichit. Et alors, je me permets de dire une chose, alors, j'ai visité une centaine de pays, mais bien visité, c'est énorme. Bon. Et alors je vais faire une déclaration, c'est pas une déclaration, mais je vais essayer, je la fais très rapide. La France, vraiment, nous, Français, on a vraiment beaucoup de chance d'être nés en France. Et quand on voyage, que ça soit en Europe ou dans le monde, on prend conscience d'un certain privilège, malgré tout ce qui se passe. Bien sûr. Ben écoutez, voilà, les privilégiés parlent aux privilégiés, il faut le savoir quand même. Merci, Jean-Alexis Pougatch. Merci, André Berkoff.